Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes qui ont pratiqué le marronnage pendant la période esclavagiste à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Ces femmes mises en esclavage qui ont bravé la terreur coloniale ont subi parfois des choses terribles. Elles ont choisi la fuite, la clandestinité et ont survécu dans les bois et les montagnes plutôt que de se soumettre. On parle souvent des marrons au masculin et l'histoire a longtemps laissé de côté ces trajectoires féminines. Or, elles disent beaucoup de choses sur la condition des femmes mises en esclavage, sur les violences qu'elles ont subies, mais aussi sur leur courage. Pour parler de cette question, nous avons invité l'historien Jean-Louis Donadieu, qui est déjà passé sur Haïti Inter pour parler de son livre « L'ombre de Macandal ». Jean-Louis Donadieu vient de publier dans le bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe un article très éclairant sur le sujet et ça s'appelle « Les sœurs de Maronne ou fuir l'esclavage au féminin ». Dans cette interview, nous allons revenir avec lui sur l'histoire de ces femmes résistantes. Qui étaient-elles? Comment survivaient-elles? Qu'avaient-elles enduré? Que risquaient-elles quand elles se faisaient attraper? Et que nous apprennent-elles aujourd'hui sur l'esclavage et sur la résistance pendant cette période? Bonjour Monsieur Donadieu. Oui, bonjour. Alors, nous avons encore le plaisir, une fois de plus, de vous accueillir. Et pour moi. Alors, je précise à propos de cet article, il paraît donc dans l'édition papier du bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, le numéro 201, mais un an après sa parution, il sera accessible en ligne, donc à partir de fin 2026, sur la base érudit.org, par n'importe quel moteur de recherche, on peut y avoir accès. C'est consultable, c'est téléchargeable et c'est gratuit. Voilà. Donc pour les personnes qui voudraient avoir le détail, un peu de patience par rapport à notre interview de maintenant. Et d'ici quelques mois, ça sera donc consultable et téléchargeable. Justement, donc ça permet effectivement aux gens d'aller compléter on va dire par rapport à tout ce qu'on va dire là. Votre article commence le 4 mars 1768, oui, effectivement par la capture de 6 esclaves. Et 2 d'entre eux sont des femmes. Alors évidemment, il y a une d'entre elles qui s'appelle Maronne. Oui. Alors je me suis dit, mais qui est cette femme? Est-ce que c'est un nom vraiment qu'on lui a donné? Pourquoi? Oui. Est-ce que c'est parce qu'elle a un passé de marronnage? Oh, ça c'est pas dit. En fait, on sait très peu de choses sur ces cas individuels, mais il se trouve que j'ai trouvé un cas de femme qui s'appelle Maronne, donc j'ai appelé mon article Les Sœurs de Maronne, en rappel aussi au grand travail d'Arlette Gauthier en son temps qui s'appelait Les Sœurs de Solitude, où elle avait vraiment donné un coup de projecteur sur la condition des femmes esclaves dans les colonies françaises. Alors il y a eu un homme aussi qui s'est appelé Marron, qu'on a retrouvé, 3 cas d'hommes qui sont partis en marronnage et qui s'étaient appelés Liberté. C'est-à-dire, c'était le maître, il ne faut pas oublier que c'était le maître qui donnait un nom aux esclaves. Là, c'était quand même un peu se moquer du monde. Mais j'ai vu aussi un esclave, homme encore, qui va s'appeler Tu me quitteras. Il a pris son maître au mot, et les autres aussi. Donc là, il est fort probable que ce nom de Maronne, c'est le maître qui l'ait attribué. Et cette femme esclave a pris son maître au mot. Justement, on va revenir effectivement sur cette partie, sur les noms de ces esclaves. Alors, on sait généralement effectivement qu'ils ont parfois des noms assez farfelus, mais surtout, on va revenir sur les noms de ces femmes. Oui. Alors, pour qu'on puisse situer vraiment cette affaire, est-ce que ces femmes étaient beaucoup à marronner? Est-ce qu'il y avait la proportion des femmes qui pratiquaient le marronnage? Est-ce que c'était assez importante ou pas? Alors, on a des ordres de grandeur, c'est difficile déjà de marronner parce qu'il faut des conditions particulières, il faut déjà être plutôt quand même en bonne forme, et puis avoir l'opportunité. Et les femmes vont marronner moins souvent que les hommes. Quand on essaie de faire des inventaires de marronnage à partir des captures, on s'aperçoit que l'immense majorité ce sont des hommes. Alors, les études comme celle de Jean Fauchard parlent de femmes marronnes, mais elles sont entre guillemets noyées au milieu donc d'une domination numérique masculine qui est écrasante. Mais si on veut quand même faire le rapport par rapport à la
j'allais dire la quantité, au nombre de femmes qui étaient moindres que d'hommes esclaves à Saint-Domingue, une femme qui marronne pour 6 hommes, en gros. C'est cette ordre de grandeur-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas tout. On n'a pas toute la documentation concernant le marronnage. Moi, j'ai travaillé sur la base à partir de la presse de Saint-Domingue, les affiches américaines, qui apparaissent de façon régulière à partir de 1766 et jusqu'à 1790. Avant, on ne sait pas trop, et puis surtout ce qui manque, c'est ce qui se passe sur les plantations et que les gérants en particulier peuvent raconter à leurs propriétaires quand ceux-ci sont en France métropolitaine. Et là, il y a des cas qui ne... Quand on a la chance d'avoir quelques papiers, on a des cas supplémentaires qui n'apparaissent pas dans la presse, mais c'est très aléatoire. Donc en fait, on ne saura jamais le nombre exact de marrons. On peut, à partir donc de la presse, avoir au moins des tendances, des ordres de grandeur. Et puis en plus, le problème également, c'est le renouvellement de la population. Il faut quand même bien voir que le contexte général, là où j'ai pu faire mon coup de projecteur, c'est dans le dernier quart de siècle avant la Révolution. Or, on passe, en 1766, on est à peu près à 250 000 esclaves dans l'ensemble de la colonie. À la veille de la Révolution, donc un quart de siècle plus tard, on est à 500 000. Mais ce sont, pour l'essentiel, de nouvelles arrivées. Ce sont des captifs qui sont réduits en esclavage, qui arrive de façon massive après la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Donc forcément, le nombre augmentant, faire des calculs de proportion, c'est très difficile. Donc il vaut mieux ne pas trop s'aventurer, mais par contre, à partir du moment où on arrive quand même à faire un travail de recensement à partir de la presse, on a au moins des tendances. C'est un peu comme si vous regardez à travers le trou d'une serrure. D'accord. Voilà, donc on a quand même des images, on n'a pas tout, il faut se résigner à ne pas tout savoir, mais on a quand même quelques tendances. Et moi, si je me suis penché sur le cas des femmes marronnes, c'est à travers ce cas pour voir qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre sur leurs conditions en tant qu'esclaves. Et justement, alors, j'ai vu aussi dans votre article que vous avez relevé le fait que dans les journaux, dans ces journaux-là, dans les journaux de Saint-Domingue, en fait, on désignait... J'imagine parfois ces femmes-là par le terme épave. Oui. Effectivement, qui est encore, vous savez, dans le créole ici, c'est un terme qu'on conserve, qui appartient à l'ancien français quand même. Voilà, une épave, c'est une espèce de vagabond et tout ça. Alors là, en l'occurrence, c'est dans le sens juridique du terme, c'est-à-dire un bien en déshérence. C'est-à-dire que une femme marronne qui est capturée par la maréchaussée, c'est le cas le plus classique, va être amenée à la prison la plus proche de son lieu de capture, et par voie de presse, par les affiches américaines, il y a une annonce. Les affiches américaines paraissaient toutes les semaines, et à la fin de la période coloniale, même 2 fois par semaine. Et c'est le dispositif légal, le maître a 3 mois pour venir récupérer son esclave. Si au bout de 3 mois, il n'est pas venu récupérer son esclave, l'esclave rentre, j'allais dire, dans le domaine public, et elle est revendue aux enchères, en tant qu'épave, justement, bien en déshérence. C'est-à-dire que les marrons, hommes et femmes, ne peuvent pas sortir de leurs conditions d'esclaves. Ces personnes sont revendues donc en tant qu'épaves aux enchères, et puis un nouveau propriétaire va récupérer l'esclave en question, qui reste dans sa condition d'esclave. Voilà, c'est à ce titre. Et donc effectivement, il y a un certain nombre de maîtres qui ne viennent pas récupérer leur esclave. Alors pour quelle raison ? On n'en sait rien. On n'a que des hypothèses. Ça peut être parce que ça coûte trop cher, parce qu'évidemment ils doivent rembourser les frais de capture et puis les frais d'entretien, la nourriture, pendant le laps de temps où ces personnes sont détenues. Peut-être aussi par incompatibilité d'humeur, si déjà ils savent que leur esclave est une forte tête qui refuse de faire le travail qui lui est imposé. Bon, mais certains abandonnent, et puis donc au bout de 3 mois, ces gens sont donc revendus en tant qu'épaves. Effectivement. D'accord. Alors, c'est quoi le profil de ces femmes ? Est-ce que, en gros, est-ce que c'était des Bossales, ou bien des Créoles, ou bien des femmes ? Parce que j'ai vu... Il y a de tout. Voilà, il y a de tout. C'est très compliqué
composite. Alors la part créole, sur l'ensemble de la période, donc les 25 ans, et à partir donc des captures ou des avis de recherche que lancent les maîtres. J'ai recensé un peu plus de 6000 cas différents. Alors, la part des créoles, c'est de 27%, hein, c'est un peu plus du quart. Ce qu'on appellera les Congos, alors les bossales, c'est donc le reste. Hein, et la part des Congos, mais il faut se méfier du terme, parce que souvent il va prendre un terme d'africain, ça va devenir un terme générique. Bon, c'est du presque 30%. Et puis après, il y a surtout une multitude de différentes, ce qu'on appelait nations à l'époque. Donc Bambara, Sénégalais, Mondong, Mandingue, Ibo, etc., etc. Donc c'est vraiment très composite. Alors un coup de projecteur particulier quand même, il faut dire, sur celles qu'on va appeler Mozambique. Qui vont venir donc de la grande côte est-africaine, pas que du Mozambique. En fait, les bateaux négriers pouvaient s'approvisionner dans une zone qui allait pratiquement du Cap de Bonne-Espérance et jusqu'à Mombasa. Enfin, pour l'essentiel, donc, elles vont avoir cette appellation de Mozambique. Il y aura quelques Malgaches aussi, donc des gens de l'océan Indien. Ben, c'est quand même 1% de l'ensemble. Et c'est le reflet de quelque chose qui est justement la traduction de cet appel à davantage de main-d'œuvre dans les dernières années. Les vaisseaux négriers ratissaient large. C'est le fait que des gens originaires de l'océan Indien, de la zone océan Indien, vont arriver finalement en assez grand nombre. C'est de l'ordre de 10% des arrivées quand même, hein, dans les dernières années de la période coloniale. Donc on a trop tendance à croire que le trafic donc d'êtres humains à réduire en esclavage est concentré sur la côte ouest africaine. Bon, c'est exact pour la grande majorité, mais il y a aussi des gens venant de l'océan Indien. Donc, autant le signaler aussi. Oui, justement, effectivement. En fait, je rappelle pour nos amis, alors les esclaves créoles, c'était les esclaves qui sont nés dans la colonie, et les bossales, ce sont ceux qui arrivent... Qui sont importés d'Afrique directement. Importés d'Afrique directement. Alors, il faut savoir aussi, ces femmes avaient un métier, parce que j'ai noté, par exemple, Modeste, vous l'avez évoqué le cas dans votre livre, qui était perruquière. Alors, les métiers de ces femmes, il y en a très peu par rapport aux hommes. Quand vous allez avoir des hommes marrons donc capturés, on aura davantage de renseignements sur eux. Alors sur elles, sur les femmes, ce sont pour l'essentiel, quand on trouve un métier, ce sont les métiers classiques qui étaient attribués aux esclaves femmes de l'époque, c'est-à-dire domestiques, cuisinières, lavandières, et parfois, oui, effectivement, des cas un peu particuliers, il y a une matelassière, il y a une perruquière. Alors peut-être a-t-elle été formée en France, et il y a quelques cas comme ça, une brodeuse aussi qui avait appris le métier en France avant d'être forcée de revenir à Saint-Domingue, mais pour l'essentiel, ce sont des métiers comme ça. Et aussi, alors là ça m'a surpris, mais on l'avait un peu oublié, le cas d'esclaves marchandes, hein, donc leur maître ou leur maîtresse, parce que le commerce de détail était souvent tenu par des femmes affranchies, hein, à Saint-Domingue. Il y avait des esclaves qui partaient le matin avec leur plateau sur la tête à vendre dans les environs des bourgades des produits de consommation courante, hein, de l'huile, du savon, un peu de quincaillerie, du style des ciseaux, des choses comme ça, du charbon, du pain, et qui revenaient le soir avec le produit de leur vente. D'accord. Hein, voilà, oui, alors j'ai trouvé 71 cas comme ça de marchandes qui allaient dans un rayon de quelques kilomètres autour de la ville-centre, hein, ou du bourg rural, et puis le soir elles revenaient avec donc la monnaie de ce qu'ils avaient vendu, puis certaines ne sont pas rentrées. D'accord. Voilà. Tout simplement. Sinon, sur le profil général, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bon, on ne sera pas surpris si je vous dis que l'essentiel, quand on a les âges, c'est la tranche entre 15 et 35 ans à peu près. Hein. C'est évidemment la jeunesse, celle qui est la plus vigoureuse et qui est la plus apte à partir. Mais il y avait aussi des cas, effectivement, des femmes qui étaient... il y a des gamines. Il y a des gamines. On va revenir sur les cas. Et puis quelques doyennes aussi. C'est ça, on va revenir sur les cas de ces adolescentes. Alors, mais il y a aussi le cas de Catherine, cette femme Congo, que je pense que vous avez relevé dans votre article, qui était blanchisseuse, et qui était aussi polyglotte, qui parlait plusieurs langues.
Oui. C'est ça, des langues européennes, mais aussi des langues africaines, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors, il y a de tout. Alors, c'est rare qu'on s'est mentionné, mais effectivement, et c'est un peu la traduction de quelque chose qu'on a du mal à tracer, mais qui a existé, c'est un commerce intracolonial entre colonies différentes, de la sphère anglaise à la sphère espagnole, à la sphère hollandaise et à la sphère française. Et comme ça, il y a quelques cas de femmes qui sont passées d'une sphère coloniale à l'autre et qui ont donc, sur le tas, mais qui ont appris quelques mots d'anglais, quelques mots d'espagnol, quelques mots de hollandais, avant d'arriver à Saint-Domingue et de marronner à Saint-Domingue. Et les médias rapportaient ça. En fait, c'était un signe. Ça faisait partie de leur profil. Ah bah oui, parce que c'est quand même assez rare, hein, ce genre de choses. Hein, surtout quand vous aviez des marronnes qui avaient longtemps vécu, soit dans la sphère hollandaise, soit dans la sphère anglaise, spontanément, elles parlaient plutôt cette langue-là, parce qu'elle n'était peut-être pas très familiarisée au créole haïtien de l'époque, et voilà, bon, c'était un signe distinctif. Et tant qu'on y est, elles étaient, pour la plupart, hein, c'est presque 70%, elles étaient marquées au fer, et quand il y avait des changements de propriétaires, des reventes d'esclaves, il n'était pas rare de voir que le nouveau propriétaire marquait aussi au fer rouge son nom, ce qui fait que certaines femmes avaient entre guillemets, une collection de marques distinctives avec 4, 5 noms de propriétaires différents, ce qui permet de retracer un peu leur itinéraire. Et puis je vois aussi, mais c'est assez, en fait, on dirait fou, c'était surtout sur le sein qu'on marquait les femmes. Oui, les hommes aussi. Hein. Dans des endroits qui étaient relativement, j'allais dire, plats, pour pouvoir marquer un nom. Alors, sur le sein, sur le bras, dans le dos, hein, ou éventuellement sur l'estomac. Enfin, la plupart, c'était effectivement sur la poitrine. Ah oui, mais de toute façon, il n'y a aucune galanterie dans un système esclavagiste. Hein. C'était... on marquait comme du bétail, pour dire que voilà, ça appartenait à Tartampion, propriétaire à tel endroit. Alors, certaines femmes et certains hommes aussi essaient d'effacer cette trace, parce qu'ils avaient très vite compris que c'était la marque du propriétaire. Et comment on efface? En prenant un tison bien chaud et en rebrûlant la peau de façon à brouiller les lettres et à faire en sorte que les lettres soient illisibles. Et certaines femmes et certains hommes aussi, quand ils sont capturés, il y a marqué étampe illisible, hein, et donc c'est un signe de refus. Hein, et ça se voit. D'accord. Alors revenons maintenant au cas des adolescentes, des jeunes femmes, parce que vous rapportez effectivement le cas d'une jeune femme qui s'appelle Marie. Elle avait entre 13 et 14 ans, mais c'est horrible. Vous pouvez nous la raconter? Oui. Alors les âges sont estimés par les geôliers, hein, donc c'est un peu pifométrique, hein, mais enfin effectivement elle est jeune. Et il y a un volant non négligeable de jeunes filles comme ça qui sont capturées, qui sont conduites à la geôle. Alors cette Marie en question, elle avait effectivement dit l'annonce de capture entre 13 et 14 ans, et puis surtout, il est indiqué qu'elle avait déjà fait une fausse couche. Et là, on rentre dans quelque chose qui, alors évidemment, typiquement, j'allais dire féminin, c'est le cas des viols, et qui peuvent conduire donc à une naissance. Hein, et il y a des choses comme ça qui sont apparues, et puis les maîtres pouvaient violer en toute impunité. Hein, oui, justement, entendu. À 13-14 ans, elle avait déjà eu une fausse couche. Oui, à peine pubère. Voilà. Hein, il y avait quelqu'un qui avait abusé d'elle. Et donc, elle était partie peut-être à la suite de ça, de ce viol. On ne sait pas. Donc après, le problème quand on est confronté à ce genre de documents, c'est que on peut tout imaginer, mais l'historien n'est pas un romancier. Le romancier, il peut faire l'histoire qu'il veut. L'historien, il les conduit à faire des hypothèses. Donc, est-ce qu'elle avait accouché dans son habitation avant de partir, ou est-ce qu'elle a accouché après être partie en marronnage
Les deux scénarios sont possibles. Toujours est-il que ça devait être peut-être assez récent ou qu'elle a d'elle-même dit c'est joli et qu'elle avait fait cette fausse couche. Toujours est-il que quand on voit le panorama général, je recensais 1% de cas de femmes qui sont parties en étant enceintes. Alors, est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'était à la suite de viols? Gros point d'interrogation, mais enfin, souvent, hélas, on peut imaginer qu'elles avaient été abusées, mais en tout cas, elles partent. Malgré tout. Et puis, il y a 3 autres % de femmes qui partent avec leur marmaille, avec de petits-enfants en bas âge. Donc, oui, les enfants, surtout quand ils sont petits, ils ne marchent pas vite, ça peut être considéré comme un frein. Tant pis, elles partent quand même. Il y a vraiment tous les cas de figure et des gens qui sont prêts à refuser l'esclavage et pour elles et pour leurs enfants. Il y a eu certainement aussi des départs volontaires de femmes esclaves qui voulaient accoucher entre guillemets dans les bois, c'était l'expression de l'époque, tout simplement parce qu'un enfant qui naît dans les bois, qui naît en marronnage, ne naît pas esclave. Ouais. Il y a dû y avoir cette symbolique-là aussi. Maintenant, si elles étaient attrapées avec leur progéniture, attrapées par la maréchaussée, elles étaient de nouveau réduites en esclavage parce que dans l'esprit de l'époque et par rapport à l'administration de l'époque, seul l'affranchissement devant notaire, donc quelque chose de très formel, était considéré comme valable pour devenir libre. Donc le marronnage était évidemment interdit par le code. D'accord. Alors, et puis en plus, ces femmes, mais parfois aussi, il y a des cas où ces gens-là, ils partent avec leur famille. Oui. Des cas où... Oui, avec le père. Alors c'est rare, mais il y a aussi, j'ai vu quelques cas avec le père, la mère et les enfants qui partent, effectivement. Mais souvent, c'est la mère avec... quand une femme s'en va avec les enfants, c'est la femme seule avec sa progéniture. Parce que peut-être qu'elle a eu des enfants avec des pères différents, dans quelles circonstances on revient à cette brutalité qu'elle subissait. Bon, à un moment donné, toujours est-il que les circonstances font que l'opportunité est bonne, elles ont calculé leur coût, elles partent. Et donc c'est à signaler, d'autant plus que la natalité à Saint-Domingue sera toujours assez faible. C'est pas pour rien que vous avez des arrivées massives de nouveaux captifs pour renouveler la force de travail. C'est que le nombre de naissances dans les habitations était faible. Et donc par conséquent, quand une femme part avec ses enfants, pour le maître, pour le propriétaire, c'est une perte sèche, bien sûr. Évidemment, la relève n'est pas assurée. Et voilà, d'où cet appel à une importation de bois d'ébène, comme on l'appelait, et qui va atteindre des sommets dans la décennie avant la Révolution. Et puis en plus, l'ampleur, j'ai vu que vous l'avez aussi signalé dans votre article, l'ampleur du marronnage des femmes, on va dire, effectivement, les documents que vous avez, c'est les journaux de Saint-Domingue. Oui. Donc tous les maîtres ne faisaient pas des annonces pour dire que leurs esclaves... Et oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de chiffres précis, il faut renoncer. Mais effectivement, vous avez des maîtres qui voulaient se débrouiller par eux-mêmes, qui partaient avec leurs fusils, éventuellement qui lâchaient les chiens pour aller courir après leur marronne, ça a pu arriver, ou qui signalaient ça, ça pouvait arriver aussi à la maréchaussée, mais des cas d'initiative particulière, il y en a eu, idem si c'était la femme se réfugiait dans l'habitation voisine. C'était le propriétaire voisin qui mettait le grappin dessus et qui rendait directement au propriétaire de l'habitation d'attache de la marronne. Et ça, c'est consigné nulle part. C'est consigné nulle part. Donc, ce que l'on a dans la presse n'est pas exhaustif, c'est juste une illustration de tendance, mais de tendance de fond tout de même. D'accord. Alors, revenons maintenant au nom de ces femmes. On l'a dit, il y avait souvent des noms et fantaisies. Je crois que Jean Fouchard a relevé un certain nombre, effectivement, sur les marrons. Là, effectivement, pour votre article, c'est concernant les femmes, on a des noms assez, par exemple, la fesse,
La Bonne, oui. Mabouya. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est, d'après vous, c'était pour effacer la mémoire de ces gens-là, parce qu'il y avait une histoire, c'est des gens qu'on avait déportés. Par principe, à partir du moment où ces gens sont réduits en esclavage, ils deviennent d'abord la propriété de quelqu'un d'autre qui dispose de tous les droits, et on efface toutes les origines. L'Afrique, il faut oublier. Désormais, vous avez un nom, alors la plupart vont avoir un nom chrétien, mais après vous allez avoir les noms de fantaisie. Alors pour les hommes issus du vocabulaire militaire, sans quartier, va de bon cœur, enfin des choses comme ça. Beaucoup de noms aussi puisés de la mythologie gréco-romaine ou de l'histoire gréco-romaine. Bon, des Télémaques, des Césars, des Jupiters, des Vénus, vous en avez. Et puis après vous avez les noms de fantaisie comme ça. Plus ou moins à consonance érotique, quand c'est la fesse ou la bonne. Et également, il y a quand même quelques survivances de noms africains qui peuvent, ou alors des femmes qui se voient attribuer un prénom classique chrétien, mais qui s'obstinent à garder leur nom africain. Ça peut arriver, ou il y a une Ndiaye comme ça qui, c'est un nom de racine sénégalaise que l'on retrouve, par exemple, mais il y en a d'autres. Voilà. D'accord. Donc c'est aussi une façon de résister, quelque part, de refuser le rouleau compresseur qui efface toute trace africaine et qui vous réduit à être une machine à produire, à travailler. Mais alors, la résistance à l'esclavage, ce n'est pas que le marronnage, j'en profite pour le signaler, c'est que, justement, par rapport à cette volonté d'effacer tout le passé, et la résistance, ça va être... surtout le soir, dans les cases, à se raconter les arts, traditions, histoires qui viennent d'Afrique, la religion qui est transmise, qui va donner le vaudou, la musique qui va être recréée à partir d'un tonneau récupéré, une peau de chèvre, et puis on va retravailler l'invention du banjo. Le banjo a été inventé donc à Saint-Domingue. Les recettes de cuisine, enfin tout ça, ça participe aussi à ce refus d'être complètement vidé de son identité première. Alors ça va être sublimé parce que vous allez avoir aussi des influences indiennes, arawaks, qui vont aussi être récupérées. C'est un peu comme un bouturage. Quand vous prenez un géranium que vous coupez, que vous transplantez dans une autre terre, il faut se refaire les racines. Là, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même principe, mais à partir de quoi ? À partir de la sève originelle qui est africaine. Et donc qui est entretenue pour, quelque part, dire non, je ne suis pas un numéro, je ne suis pas un prénom, je suis un être humain qui a eu sa famille, qui a eu ses arts, ses traditions, sa culture, ses langues, et puis il y a les langues qui sont aussi donc entretenues. Il y avait quelques femmes qui étaient interprètes à partir de langues africaines, parce que pour refuser, tout oublie, quoi. Voilà, il y a tout ça. Ouais, très bien. Alors, en fait, je me suis dit aussi, survivre aussi en marronnage, c'est pas facile parce que la plupart de ces femmes, souvent, quand on les capture, en fait, quand elles sont, on va dire, capturées, elles sont malades, et voilà, et c'était dans un état. Souvent assez déplorable. Alors il y a eu, c'est dangereux de vivre en marronnage. D'abord, on est en clandestinité, on est poursuivi, ou en tout cas on est toujours obligé d'être sur le qui-vive parce que la maréchaussée peut vous arrêter à tout moment si elle vous repère. Et il y a eu, on peut attraper des maladies. Alors se soigner comment ? Si on a des complicités, si on arrive à s'abriter, à avoir un soutien quelque part, tant mieux, mais c'est pas évident. Il y a quelques cas rares, mais il y a quelques cas, c'est mentionné dans la presse, de femmes, mais d'hommes aussi, qui finissent par se rendre, parce qu'elles sont épuisées. Elles sont dans un état physique tellement... j'allais dire presque lamentable, mais... de par l'épreuve physique qu'elles ont traversée, qu'elles n'en peuvent plus. C'est arrivé. Alors, c'est là où je me dis, mais quel drame ça a dû être dans leur tête, d'avoir
tenter de fuir, de refuser l'esclavage et finalement de se rendre parce que elles sont alors complètement épuisées et sans aucune résistance. Ça peut arriver. Hein, mais il y a quand même eu, effectivement, il y a aussi des communautés de marrons, vraiment qui se sont constituées aussi en société, évidemment. Oui, absolument. Alors il y a ce qu'on appelait les bandes, les bandes de marrons. Alors la seule sur laquelle on soit bien documenté, c'est celle du Bauruco, le Maniel, qui a existé pendant des décennies. Et alors là, il y a eu, nous sommes en 1785, une négociation entre les autorités françaises d'un côté, espagnoles de l'autre, et les chefs de cette bande, pour dire, bon, on vous laisse tranquille, mais vous ne venez pas faire des descentes dans les habitations pour enlever de temps en temps quelques esclaves. Et il y a un recensement qui a été fait, c'était un groupe de 130 personnes, il y avait 40% de femmes. 40% de femmes quand même, qui étaient souvent mis en ménage d'ailleurs avec un homme et qui étaient bien tranquilles dans leur montagne à cultiver leurs champs de maïs, de racines et à vivre plus ou moins en autarcie. Ça arrive. De même que vous avez des femmes qui partent, soit en groupe, soit femmes et hommes, qui partent avec quelques outils agricoles, du style la houe, et puis une marmite, une casserole, enfin bon, pour tenter justement en étant retirés dans les montagnes, dans les bois, de vivre, de se débrouiller par elles-mêmes. Hein, on a tous les cas de figure. Justement, et aussi, il faut aussi rappeler que la majorité des marrons, en fait, je pense, avaient préféré vraiment mourir que de se rendre. Ah oui, alors, oui, bien sûr. Parce que là, voilà. Alors, il y a des cas comme ça où effectivement, on a des. Mais alors, en l'occurrence, ce sont des hommes qui sont morts les armes à la main, qui ont refusé de se rendre, et qui. Il y en a un dont la tête va être ramenée à la geôle du Fort Dauphin, Fort Liberté aujourd'hui. Et un autre cas, c'est aussi encore un homme, pour montrer que les miliciens avaient eu sa peau, c'est le cas de le dire, ils vont revenir avec le bout de peau où il y avait la marque, l'étampe, la marque au fer, pour montrer que il s'est battu jusqu'au bout, mais il a refusé de se rendre, mais on a la preuve qu'il est mort sous les coups. Voilà. C'est terrible quand on y pense. Alors, souvent, quand ces femmes, vous avez étudié le cas de ces femmes-là, quand on les capture, c'est quoi le châtiment? Est-ce qu'il y a des châtiments qui sont réservés spécifiquement aux femmes Non, c'était le même tarif. Alors, en ce qui concerne l'application du code noir, c'est vraiment à géométrie variable. Parce qu'en cas de premier marronnage, le code noir dit qu'on coupe l'oreille. Sur l'ensemble des 6000 et quelques cas que j'ai vus 13 cas d'oreilles coupées. 13. Donc ça existe, c'est quand même assez rare. C'est surtout le fouet. Ou ce qu'on va appeler les entraves, c'est-à-dire le collier de fer à 3 branches, de chaîne au pied, ou ce qu'on appelait un abo, c'est-à-dire un boulet qu'on avait au pied. Quand vous avez un boulet au pied, c'est difficile de faire du sprint, de recommencer. Et ça pouvait aller jusqu'à 50 livres, c'est-à-dire 25 kg. Ah ouais. Oui, quand même. Mais ça ne va pas empêcher de nouveau des récidives. Ce genre de choses. Il y a des femmes et des hommes aussi qui sont capturés en ayant une entrave, en ayant un carcan, en ayant un abo, en ayant un collier de fer à 2 ou 3 branches. Ça, c'était les châtiments légaux, le fouet et les entraves. Et il y a entre 2 et 3% de cas de capture comme ça, où on essaie de partir même avec ce lourd handicap. Donc voilà, ça c'est ce que l'on a dans les recensements. Maintenant, encore une fois, on ne sait pas tout. Qu'est-ce qui pouvait se passer en particulier dans les habitations reculées, les maîtres étant libres de faire ce qu'ils voulaient, parce que les contrôles de gendarmerie, on dirait, de maréchaussée, il y en avait très peu. Il y a pu y avoir effectivement des châtiments féroces, mais alors là, ça échappe à toute
à tout recensement. Le baron de Vasté, dans son livre, va recenser une centaine de cas vraiment de châtiments extrêmement durs, extrêmement cruels. Bon, c'était à la veille de la Révolution, il y avait à cette époque-là 500 000 esclaves à Saint-Domingue, donc ça relativise les choses, mais enfin, le maître, il peut faire ce qu'il veut, malheureusement, et donc il y a certainement des châtiments très cruels qui nous échappent. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc Donadieu d'être venu nous parler de cette histoire de courage de ces femmes vraiment qui avaient choisi de marronner plutôt que de se soumettre. Merci encore. C'est moi. Et voilà, donc votre article paraît bientôt, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le bulletin numéro 201 de la Société d'Histoire de la Guadeloupe. Et puis, si vous êtes un peu patient, fin 2026, il sera accessible gratuitement sur la base érudit.org et consultable et téléchargeable. Très bien. Et je rappelle aussi que votre livre sur Toussaint Louverture vient d'être réédité. C'est ça, oui. À C3 Éditions. Voilà, à Port-au-Prince. Oui, donc, c'est ça. Et que c'est disponible aussi sur Amazon pour les gens qui veulent se le procurer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir regardé cette émission. Bon, voilà, je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre émission. Au revoir.